Bienvenue à Écho des Territoires, sur le stand de la FNCCR, au Salon des maires et des collectivités locales. On va aborder un nouveau sujet important, celui des réseaux de chaleur, qui sont une clé de la transition énergétique. Pour en parler avec moi ce soir, deux intervenants. Olivier Dehaze, vous êtes vice-président de la FNCCR, président de la commission distribution chaleur et froid. Et Éric Trévoisan, vous êtes président du syndicat efficacité énergétique de la FEDEN et vous êtes directeur des relations interprofessionnelles chez IDEX. Alors, vous connaissez tous les deux très bien le sujet. Pour nos auditeurs, on va d'abord faire un petit point sur les réseaux de chaleur aujourd'hui. À quel niveau sont-ils développés? Se développent-ils suffisamment par rapport aux objectifs que la France s'est fixés, Olivier Dehaze? Alors les réseaux de chaleur, à l'origine, c'était un mode de chauffage qui s'était beaucoup développé dans les années 70, qui était un petit peu tombé en désuétude et qui est en train d'être relancé avec leur faculté à pouvoir distribuer de la chaleur renouvelable à grande échelle dans les territoires. Donc les réseaux de chaleur ont recommencé un développement depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, avec des objectifs ambitieux pour la décarbonation de l'énergie dans les territoires. Mais évidemment, on aimerait tous que ça aille plus vite, que ça continue de se développer encore plus que les réseaux se développent aujourd'hui. Et en particulier... dans des territoires qui sont déjà équipés, mais aussi dans d'autres qui ne le sont pas encore. Donc il y a une aide avec l'ADEME pour essayer de développer les réseaux de chaleur qui s'appelle le Fonds Chaleur, qui est doté d'un montant relativement conséquent, mais tous les acteurs de la filière espèrent encore que ce montant du Fonds Chaleur puisse continuer à augmenter. Parce que je crois qu'il est passé de quelques millions à maintenant 600 millions de mémoire et 800 millions pour l'année prochaine. Alors normalement 800 millions pour 2024, mais une partie des sommes 2024 ont déjà été engagées avec le nombre de projets de 2023 et un certain nombre d'acteurs de la filière plaident pour qu'on monte à 1 milliard dans ce fonds chaleur. Alors on va y revenir tout à l'heure. Éric Trévoisan, la FEDEN fait un bilan tous les ans de l'état de développement des réseaux de chaleur. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous indiquer, en plus de ce que vient d'indiquer Olivier Dehaze? Oui, absolument. Donc, puisque l'enquête des réseaux de chaleur sur la base 2022 est sortie récemment, donc ça c'est intéressant. Par rapport à l'ampleur que prend les réseaux de chaleur aujourd'hui, si on considère que la chaleur représente en France à peu près 40% des besoins en énergie, la chaleur via les réseaux de chaleur ne représente en fait que 5%. Que 5% aujourd'hui. Et en revanche, c'est bien l'outil qui décarbone le plus. On est 2 fois plus performant pour décarboner par rapport aux autres sources énergétiques. Voilà, donc aujourd'hui c'est environ 1000 réseaux de chaleur. Alors 940 exactement de réseaux de chaud et 40 réseaux de froid, qui est une perspective à ne pas négliger. C'est important de faire la différence quand même. Et est-ce que le rythme de développement, qui a accéléré, si on a bien compris, avec cette remise... j'allais dire, sur le devant de la scène des réseaux de chaleur, est suffisante pour atteindre les objectifs que notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie s'est fixée. Il me semble, pour avoir revu les chiffres de la FEDEN, que ce n'est pas le cas. On est rarement sur la bonne courbe. Est-ce que ça serait un gros effort d'arriver à atteindre ces objectifs? Alors l'enjeu est important, mais c'est faisable. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête sur les réseaux de chaleur, c'est que transformer donc les énergies fossiles par des énergies renouvelables est plutôt facile puisqu'on n'interagit pas chez les usagers finaux. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, c'est carrément transparent. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 66% d'énergie renouvelable. À l'horizon 2030, on envisage de doubler le nombre de térawattheures consommés, de passer de 30 à 60 et d'arriver à 75% d'énergie renouvelable, ce qui est considérable. Et comment on peut justement arriver à avoir plus de bâtiments connectés à ces réseaux? Il y a un enjeu peut-être pour densifier, donc ce qu'on appelle densifier les réseaux, c'est-à-dire pour un même réseau connecter plus de bâtiments. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, même peut-être vous au niveau de votre collectivité? Alors effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille. On a eu d'ailleurs sur ces sujets-là pas mal de succès ces dernières années, bien aidé par l'augmentation très forte du prix du gaz,
qui a encouragé un certain nombre de gestionnaires d'immeubles, que ce soit des immeubles de logement ou des immeubles de bureaux, voire des bâtiments des collectivités, à se raccorder au réseau de chaleur, puisque, on l'a dit, le réseau de chaleur, ça permet de massifier la distribution d'énergie renouvelable. Maintenant, tous les nouveaux réseaux qui sortent sont à 75%, voire au-delà en énergie renouvelable, et les réseaux anciens se sont aussi verdis. La densification de ces réseaux, ça permet de distribuer massivement l'énergie renouvelable et effectivement aussi de garantir un prix plus stable sur la durée que lorsque les bâtiments sont au gaz. Donc la crise énergétique qu'on a connue a redonné de la vigueur pour de la densification des réseaux, et on a vu dans beaucoup de villes des bâtiments qui étaient chauffés soit au fioul, qui avaient besoin de remplacer leur chaudière, se raccorder au réseau de chaleur, voire des bâtiments qui étaient en chaudière gaz collective, basculer aussi vers le réseau de chaleur pour avoir un verdissement et une meilleure stabilité des prix. Et donc cet exercice de densification qu'on voit plutôt dans les grandes villes, mais aussi dans des villes moyennes, permet d'augmenter la quantité de chaleur distribuée par réseau. Un petit mot sur la densification, peut-être aussi, parce que au quotidien, pour les entreprises comme la vôtre, par exemple, où il faut à la fois convaincre des collectivités de le faire, ou convaincre aussi des usagers de se raccorder, vous avez évoqué le prix quand même, qui peut être un argument très important par rapport à d'autres sources d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à se faire facilement? Vous êtes quand même en concurrence avec d'autres systèmes de chauffage. Oui, bien sûr. Donc, comme le dit Olivier Dehaze, malheureusement, la période actuelle difficile est une extraordinaire opportunité pour nos réseaux de chaleur. À titre d'exemple, les 80 piscines qui n'étaient pas raccordées à un réseau de chaleur, qui ont été obligées de fermer vu l'augmentation du prix de l'énergie, donc est un argument fort. C'est l'argument de stabilité et de résilience par rapport à l'évolution du coût des énergies fossiles. Un deuxième exemple que l'on peut dire, par exemple, si on prend globalement sur un réseau de chaleur, la part énergie propre est à peu près de 60%. Multiplié par 66% d'économie d'énergie, ça veut dire que la part qui est sensible finalement à l'envolée des coûts des énergies fossiles ne serait que de 15%. Donc ça, c'est un argument fort. Alors, et pour continuer de développer les réseaux de chaleur, je crois qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, comme vous l'avez un petit peu rapidement dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas que les grandes villes qui sont concernées. La ministre d'ailleurs ici l'a dit hier matin en disant mais les petites villes, les moyennes villes doivent se convaincre que c'est possible. Alors comment elles peuvent aborder le sujet puisqu'effectivement il y a un vrai potentiel? Alors il y a effectivement un vrai potentiel. Eric l'a signalé sur la question des piscines. On a, je vais dire, dans quasiment tous les chefs-lieux de canton, une piscine qui sert à plusieurs communes. Une piscine, c'est un gros consommateur de chaleur. Et on en a souvent dans des villes qui sont autour de 8, 10 000, 15 000 habitants et qui peuvent constituer le noyau d'un nouveau réseau, souvent alimenté par de la biomasse du bois qu'on peut trouver localement, parce qu'on a souvent à proximité de ces petites villes des zones avec soit boisées où l'entretien de la forêt est un enjeu, des zones dans tout l'ouest de la France que je connais bien, des zones de bocage avec des haies bocagères qui peuvent aussi fournir du bois pour alimenter ces réseaux. Et on a donc un potentiel important dans les petites villes et les villes moyennes. Il suffit d'aller trouver un consommateur de chaleur intéressant qui fasse le socle, et puis ensuite des bâtiments communaux, voire des bâtiments de logement qui viennent compléter. L'ADEME avait lancé un programme il y a quelques années qui s'appelait Une ville, un réseau, qui a été relativement un succès et qu'on peut encore continuer à développer. Il existe aussi un autre dispositif au niveau de l'ADEME qui s'appelle le contrat chaleur renouvelable territorialisé, qui est justement un contrat entre des intercommunalités ou des regroupements d'intercommunalités et l'ADEME qui vise à développer, à faire des études de préfaisabilité et de faisabilité pour développer des réseaux de chaleur plutôt dans des territoires ruraux, et on va dire singulièrement les bourgs-centres des territoires ruraux. On en a un par exemple au niveau du syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, un contrat avec le Pays de Rennes et avec un objectif de développer dans des communes. Alors
À Rennes, il y a des services qui s'occupent de développer le réseau de chaleur, mais dans des communes périphériques de deuxième couronne, d'essayer d'en développer aussi. Alors, Éric Trévoisan, il y a un enjeu très important que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est celui de renforcer la part d'énergie renouvelable. De mémoire, je crois qu'on est autour de 66% actuellement, il faut au moins monter à 75% comme vous l'avez dit. À partir de quelle source on peut le faire? Olivier Dehaze vient de citer la biomasse, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres, il y a la géothermie. On parle même souvent de la chaleur fatale, qui est un recours important pour l'avenir. Oui, bien sûr. Mais si je commence par la principale source renouvelable et le bois, j'imagine à peu près en grands chiffres, en 2030, ça peut représenter à peu près 45% de la source d'énergie. En deuxième, dans la liste que l'on trouve, c'est les pompes à chaleur qu'il faut booster effectivement, pompes à chaleur. En troisième lieu, il y a le biogaz qui aura un rôle à jouer. L'énergie fatale de récupération de l'industrie notamment, et puis la géothermie. Voilà les principales sources qui font partie de la composition de notre vision sur les énergies renouvelables pour les réseaux. Je voulais aussi ajouter une chose, ce que vous dites Olivier. Effectivement, par rapport à cet état des lieux qui a été fait, la demande qui est croissante, aujourd'hui on peut estimer que nos demandes de raccordement, grâce au coup de pouce raccordement réseau, c'est de qui est important, x3, x4. La demande a été exponentielle pour nous, donc ça c'est très intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à peu près, on imagine par rapport à la cartographie qui a été faite des villes susceptibles d'être intéressées, alors petites villes, villes moyennes et grandes villes, c'est à peu près 2000 projets pour 2030 qu'il faudra réaliser. Donc je vous laisse imaginer l'enjeu et la trajectoire que l'on aura à travailler. Les opérateurs auront plus une difficulté de trouver les collaborateurs pour conduire l'ensemble des projets que de manquer de projets. Face à l'ampleur de ce nombre de projets, je ne sais pas si la réponse est facile, mais est-ce qu'on a facilement accès à des compétences, aux techniciens, aux ingénieurs qui sont nécessaires à développer tout ça, ou de fait, il va y avoir une sorte de liste d'attente qui va se créer sur le marché? Je dirais que c'est le vrai sujet. Oui, ce que je disais, c'est le vrai sujet. Effectivement, comme beaucoup de professions, on est en tension, effectivement, avec aussi je parlais de pompes à chaleur, je parlais de systèmes, et voire même de systèmes très, très innovants. Donc le recours au biogaz, à la chaleur, à l'électricité notamment. Donc il y a un gros enjeu, que ce soit sur la production de chaleur, mais également sur les services qui sont associés. On n'est pas le seul métier. On imagine, la FEDEN, qu'en 2030, ça représente 60 000 emplois, recrutement. Par contre, le réseau de chaleur a ce gros avantage que sont des emplois excessivement locaux. Un dernier petit mot là-dessus, peut-être sur la façon dont les collectivités aussi peuvent quelque part garder la main, bien planifier leurs besoins et effectivement avec les sociétés privées construire un projet pérenne. Alors les intercommunalités sont maintenant quasiment toutes dotées d'un plan climat et énergie territoriale dans lequel le volet énergie renouvelable est toujours présent, avec une planification du développement de la distribution de ces énergies renouvelables sur leur territoire. Donc ça va encourager les projets. Évidemment, les collectivités ont besoin de construire les projets en partenariat avec des opérateurs qui sont les plus aptes à faire la commercialisation, à faire l'exploitation des réseaux. La construction, ça se discute, soit sous forme de concession, soit sous forme de marché, mais on arrive à développer les projets en commun. Et puis moi, j'ai envie de dire, on a un enjeu qui est en train de monter, qui va se développer dans les années à venir, c'est celui de pouvoir faire du rafraîchissement par réseau, parce que si on fait le froid uniquement avec de la climatisation électrique, nos réseaux électriques, puisque je suis aussi président d'un syndicat départemental d'énergie qui gère quelque part le réseau électrique, les réseaux électriques ne tiendront pas si on veut faire tout le rafraîchissement, tout le froid sous forme de climatisation électrique. Donc on a aussi un gros enjeu de pouvoir faire du rafraîchissement par nos réseaux, et les réseaux de chaleur avec des technologies qui commencent à émerger permettent aussi de faire du rafraîchissement et du froid. Bon, effectivement, on voit que ces réseaux de chaleur et de froid ont de grands enjeux à résoudre, enfin en tout cas un grand chantier devant vous. Éric Trévoisan, Olivier Dehaze, je vous remercie de nous avoir éclairé sur le sujet, et puis bon courage pour la suite. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Au revoir. Merci, au revoir.